Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du tournoi des 6 nations. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé lors de cette dernière journée du tournoi des 6 nations, cette deuxième journée de compétition. Il y avait 3 rencontres, Irlande-France, il y avait ensuite Écosse-Pays de Galles, et puis on terminait avec Angleterre-Italie. On va revenir dans ces 3 matchs dans l'ordre dans lequel ils se sont déroulés. On parlera du classement en fin de vidéo et puis du programme de cette troisième journée de compétition où il y aura des matchs encore intéressants à suivre du côté de ce tournoi des 6 nations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu au niveau des équipes mais également des joueurs. N'hésitez pas également quand vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, des vidéos en ce moment, pas mal de vidéos sport d'hiver, le rugby également, l'athlétisme pendant l'été, enfin voilà. Il y a pas mal de choses au programme sur la chaîne dans les semaines, les mois à venir. N'hésitez pas également, si vous voulez soutenir la chaîne, à mettre un super thanks. Ça peut aider. Et puis n'hésitez pas à aller voir EPS 2.0 sur Spotify. L'épisode n'est pas encore écrit, le prochain épisode, donc je pense que ça sera pas forcément vendredi, ça sera peut-être dans 2 semaines le prochain numéro de PS 2.0. On commence tout de suite avec ce tournoi des 6 nations, avec Irlande-France. C'était le premier match de cette deuxième journée de compétition. C'était en Irlande, du côté de l'Aviva Stadium. Victoire de l'Irlande 32-19, avec 4 essais contre 1 seulement du côté de l'équipe de France. C'est une défaite qu'on pourrait presque dire logique. Enfin, elle est logique par rapport à ce qu'ont proposé les deux équipes. L'Irlande a été au-dessus de l'équipe de France. Alors c'est dommage pour l'Irlande, c'est que l'arbitrage a été quand même largement remis en cause sur cette rencontre. Je trouve que les gens qui remettent en cause l'arbitrage de Wayne Barnes devraient regarder le match Angleterre-Italie, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'erreurs d'arbitrage sur Angleterre-Italie que sur Irlande-France. Pour moi, il y a une erreur assez importante d'arbitrage, c'est en deuxième mi-temps sur la séquence de contre-ruck. Pour moi, où à un moment les Irlandais font un contre-ruck alors que le joueur irlandais est pas du tout sur ses appuis et qu'on est dans les 10 mètres dans le camp, à 10 mètres de la ligne d'essai du camp irlandais. On va revenir sur l'action qui a fait polémique au niveau de l'arbitrage de Wayne Barnes. C'est l'essai qu'il n'a pas accordé à l'équipe de France. Ça, pour moi, c'est pas une erreur de Wayne Barnes, parce que, qu'il a accordé à l'équipe d'Irlande, pardon, et qui n'était pas autorisé. Wayne Barnes, à ce moment-là, pour moi, c'est pas lui qui fait l'erreur. Il a la bonne réflexion de dire, je demande l'arbitrage vidéo parce que je ne suis pas sûr de l'action. Donc, il demande l'arbitrage vidéo. Pour moi, l'erreur, c'est l'arbitrage vidéo qui l'a effectué. Parce que l'arbitrage vidéo, quand l'arbitre de ligne demande, il demande en fait une aide à ce moment-là. Et l'arbitrage vidéo n'a pas fourni l'aide nécessaire à M. Barnes. Quand l'arbitrage vidéo... Alors, je ne sais pas si c'est une erreur de l'arbitrage vidéo ou si c'est une erreur de la réalisation qui était irlandaise. Mais la caméra arrière n'est jamais montrée à M. Barnes, j'ai l'impression, parce que normalement, les ralentis qu'on nous montre à l'écran sont quasiment les ralentis qu'on nous montre également dans le stade. J'ai l'impression que Wayne Barnes n'a jamais le plan de caméra arrière où on voit précisément, et je dis bien précisément, que le joueur irlandais met les pieds et touche en dehors du terrain. Pour moi, on ne voit pas cet angle-là de caméra. Alors, est-ce que c'est une erreur de la réalisation qui n'a pas fourni cet angle de caméra-là aux arbitres vidéo? Ça sera à savoir. Mais Wayne Barnes, lui, il décide avec les images qu'on lui montre. Je rappelle également que l'Aviva Stadium, vous avez des écrans qui sont hauts, parce que le stade est en fait assez particulier. L'Aviva Stadium, il y a un côté qui est très bas, il y a un côté qui est très haut. Je crois que c'était le côté qui était bas. Mais si c'est le côté qui est haut, les écrans sont très hauts dans le stade. Donc c'est pas forcément visible. Il n'est pas devant un écran de télévision. Voilà.
Monsieur Barnes. C'est-à-dire, il est devant un écran géant qui a une résolution qui n'est pas toujours top sur les écrans géants et qui surtout a une certaine distance de l'écran géant. Donc lui, il se fie aussi à ce que lui dit l'arbitre de touche. Au moment où il prend la décision, Monsieur Barnes, il n'y a aucune image qui lui permette de dire formellement que l'essai n'est pas autorisé. Parce que sur la caméra de côté, c'est très difficile à distinguer si le pied touche ou non. Et évaluer un petit peu les distances par rapport à la ligne de touche. À partir du moment où il n'y a aucune image qui lui est fournie et qui lui permet de remettre en cause son jugement, c'est le premier jugement qui prime, donc il marque essai. Quand on critique l'arbitrage, il faut essayer de réfléchir également au cheminement qui a permis d'avoir cette décision. Beaucoup de gens ne l'ont pas fait sur Twitter. Pour moi, ce n'est pas une erreur de M. Barnes, c'est une erreur de l'arbitrage vidéo. Mais est-ce que l'arbitrage vidéo avait les images lui permettant de donner cette information à M. Barnes? Eh bien, je ne sais pas. Aujourd'hui, je n'étais pas dans le lieu où il y avait cette caméra-là. Peut-être qu'il n'avait pas la vidéo, cet angle de caméra-là qui a été fourni après. Pendant un très court instant même, cet angle de caméra-là. Sur le découpage c'est quel joueur qui se fait découper? C'est Dumortier qui se fait découper en deuxième mi-temps. Là encore, pour moi, ce n'est pas une erreur d'arbitrage. Car Damien Penaud fait aussi un découpage sur Sexton en première mi-temps qui n'est pas sanctionné et qui peut être sanctionné de la même manière que le découpage sur Dumortier. Donc pour moi, on équilibre, on va dire, d'un côté comme de l'autre. Pour moi, l'erreur, elle est surtout sur cette action en début de deuxième mi-temps. On est à la 50e minute où il ne voit pas le contre-ruck, qu'il y a eu un problème sur le contre-ruck. Il aurait dû redonner le ballon à l'équipe de France à ce moment-là. Mais il faut aussi rappeler qu'on était à la 50e minute, qu'il y avait eu très peu d'arrêts de jeu à ce moment-là. Le match a été d'une intensité assez folle. Donc voilà, je voulais préciser au niveau des gens qui critiquent l'arbitrage en disant « Monsieur Barnes est forcément anti-français ». S'il était anti-français, je pense qu'il serait plus arbitre international depuis longtemps, vu le niveau de l'arbitrage international au niveau du rugby. Et surtout, Monsieur Barnes, c'est l'arbitre qui était en 2007 sur le match France-Nouvelle-Zélande. Bon, je pense qu'on n'a pas eu un arbitrage défavorable ce soir-là. En 2007 lors de la Coupe du Monde, donc il faut arrêter de voir des complots partout et de raconter des conneries, il faut surtout réfléchir. Ce qui est important, c'est de réfléchir à comment se passent les choses. Et c'est pour ça que je voulais faire ce petit point-là. Donc pour moi, l'arbitrage par exemple de Angleterre-Italie est beaucoup plus horrible contre les Anglais parce que pour moi, il y a des cartons jaunes qui se perdent du côté des Italiens sur ce match-là. Donc on revient au match Irlande-France. Pour moi, c'est une victoire logique de la part de l'Irlande parce que l'Irlande a réalisé un meilleur match. Et surtout, ce que j'aimais du côté de l'Irlande, c'est qu'ils se sont adaptés à l'adversaire. J'avais dit lors du match face au Pays de Galles, l'Irlande c'est bien, mais c'est un peu simpliste en termes de jeu. C'est-à-dire qu'on fait gauche-droite d'un côté et de l'autre. Alors oui, on sort le ballon rapidement, mais après, il n'y a pas trop de combinaisons, il n'y a pas trop de passes intéressantes. Ça a été tout l'inverse sur ce match-là. Il y a eu pas mal de combinaisons. Ringrose a fait un super match. Il y a eu des lancements de jeu de Sexton qui étaient très très intéressants. Conor Murray fait également un très grand match. On ne s'est pas contenté des joueurs de devant, quoi, vraiment sur cette rencontre. Et ça, je trouve que ça a été un très très bon match de la part des Irlandais. Le seul problème, je dirais, de la part des Irlandais, c'est qu'ils sont un peu trop traversés par les Français en défense. Ils ont eu de la chance, c'est que la France n'a pas réussi à concrétiser ces actions-là. Mais voilà, je trouve que défensivement, surtout en deuxième mi-temps, ils ont un peu souffert. La France est rentrée parfois un peu trop facilement dans les 22 mètres irlandais. Donc ça sera à corriger. Et puis après, il faudra voir également physiquement. Mais cette équipe d'Irlande m'a fait énormément penser à l'équipe d'Angleterre sous Eddie Jones, mais la bonne période de l'équipe d'Angleterre sous Eddie Jones. C'est-à-dire, vous vous souvenez, c'est cette époque-là où il mettait une intensité de dingue et on se prenait 45 points. Il y a eu des matchs comme ça à la fin, au tout début de l'ère Fabien Galtier, à la fin de l'ère précédente, de l'ère Philippe Saint-André, je ne sais plus qui était le sélectionneur, Jacques Brunel, où on s'était pris des raclées face à l'Angleterre.
parce que l'Angleterre mettait une intensité de dingue dans le match, il n'y avait aucun moment d'arrêt. Vous vous souvenez, ils faisaient des touches rapides, ils essayaient toujours d'emballer le match. Voilà, toutes les prises de décision étaient hyper rapides. Et vous vous souvenez du jeu au pied qui trouvait des zones incroyables, et Sexton a trouvé, avec Conor Murray, ils ont trouvé des zones incroyables qui nous ont souvent mis en difficulté. Et je pense que les Irlandais se sont beaucoup inspirés de ce que faisait Eddie Jones face à l'équipe de France, qui nous mettait assez souvent en difficulté, il faut le dire, Eddie Jones. Et je pense que l'Irlande a trouvé les solutions pour nous mettre en difficulté, et il a profité également du fait que l'équipe de France n'avait pas réussi un grand match, parce que si on était arrivé en pleine confiance, peut-être que ça n'aurait pas été la même chose. Du côté des joueurs du match, alors du côté de l'équipe de France, on va revenir sur l'équipe de France avant des joueurs du match. Du côté de l'équipe de France, je trouve qu'offensivement, on n'a pas été assez pragmatique. On n'a pas trouvé suffisamment la solution offensivement. Ça, je trouve que c'est un petit peu un problème. On a du mal sur le jeu défensif. On ne s'est pas adapté aux nouvelles règles. Donc il y a des nouvelles règles, notamment sur les zones de ruck. Désormais, c'est très lourdement sanctionné, on va dire. Avant, on laissait passer un petit peu, mais il faut avoir les appuis au sol, ça c'est clair et net, mais il ne faut pas que la main touche le sol avant de toucher le ballon. Et souvent, on s'aperçoit qu'Aldrit ou Olivon font cette erreur-là. Et c'est pour ça qu'on est souvent sanctionné sur ce type d'action-là, parce qu'on met la main au sol avant de la poser sur le ballon. On ne s'est pas encore adapté aux nouvelles règles. Il va falloir le faire sur les prochaines rencontres. C'est beaucoup plus compliqué désormais de gratter un ballon. Prime au jeu offensif, prime à l'attaque. Désormais, avec cette nouvelle règle, c'est beaucoup plus compliqué d'aller gratter les ballons. Il faut avoir un sens de l'équilibre maintenant très important. Je trouve par contre qu'on a eu encore un très bon match des lignes arrière, un très bon match défensif également de l'épargne de l'équipe de France, parce que très souvent on a réussi à sauver des situations de manière in extremis, mais on n'a pas réussi à récupérer le ballon sur ces phases de défense. Voilà, on a très très bien résisté dans nos 10 derniers mètres. Il y a eu plusieurs actions, où, notamment cette défense héroïque d'Antoine Dupont. Par contre, on n'a pas réussi à récupérer suffisamment de ballons, et c'est là où on se met en difficulté. Je trouve que Penaud, Dumortier font encore un très bon match. Moi, je mettrais en joueur du match. On peut passer au joueur du match maintenant. Dumortier, pour moi, qui fait une très bonne rencontre. Du côté de l'équipe d'Irlande, je mettrais Conor Murray, qui a fait également une super rencontre, je trouve, Conor Murray, lors de ce match. Voilà, les Bleus ont été solidaires. Ça aussi, c'est une bonne chose. Il y a toujours un gros collectif, un gros esprit d'équipe dans cette sélection française. Mais il y a eu on n'a pas réussi en fait à gérer la pression qu'ont mis les Irlandais. Et encore une fois, je pense que les Irlandais se sont énormément inspirés de ce que faisait Eddie Jones face à l'équipe de France et qui nous mettait énormément en difficulté lors de ces différents matchs. Je poursuis, deuxième rencontre. Écosse, Pays de Galles, victoire 35-7 de l'Écosse avec 5 essais contre un seul essai du côté du Pays de Galles transformé. Cette équipe d'Écosse me fait extrêmement peur, l'équipe de Gregor Tossent. Cette équipe est phénoménale. Vraiment, cette équipe d'Écosse, alors collectivement, je pense que c'est moins fort que l'équipe de France. Par contre, ils ont des talents individuels qui sont assez dingues. Je pense notamment à Russell, Van der Merwe, Tupolotu. Vous avez Schumann devant qui est très très fort. Vous avez Gilchrist également, Richie Gray, Jimmy Ritchie également. Vous avez Stein également de l'autre côté, Stuart Hogg, donc a encore pas joué très longtemps. Stuart Hogg, protocole commotion, il n'a pas un début de tournoi facile, Stuart Hogg, mais on a quand même une sacrée équipe du côté de l'Irlande. C'est une formation qui sait vraiment faire du très très bon boulot. Et puis même, je parlais de Stuart Hogg qui n'a pas joué énormément, mais remplacé par Kinghorn, qui fait également un sacré marché. Kinghorn au poste arrière, on l'avait vu en équipe d'Écosse à une époque, il était souvent ailier. Là, ils l'ont mis arrière, il a fait un sacré match en tant qu'arrière. Je trouve que cette équipe d'Écosse, elle a vraiment... ça fait 2 matchs qu'elle enchaîne d'un très gros niveau quand même, parce que face à l'Angleterre, j'avais dit c'était un match brouillon, mais ils avaient quand même réussi à trouver la solution. Là, face au Pays de Galles, ils font le même match que l'Irlande. Et je trouve même qu'en deuxième mi-temps, le Pays de Galles, sur le match face à l'Irlande, avait eu plus d'occasions en deuxième mi-temps que là, ce qu'a laissé l'Écosse au Pays de Galles.
Vraiment, les Gallois n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Alors les Gallois qui ont encore une incapacité à marquer des points parce qu'ils sont rentrés, alors lors du premier match, je sais plus, c'était 12 ou 13 fois, là ils rentrent quand même encore 8 ou 9 fois, enfin je sais plus, dans les 22 mètres, mais ils ne trouvent jamais la solution. Hein. Ça c'est assez monumental du côté du Pays de Galles. Non, du côté de l'Écosse, un jeu offensif magnifique. Alors faudra faire attention, hein, quelquefois en défense. Bon, voilà, il y a parfois des petits trous du côté de la défense écossaise, mais je trouve que c'est quand même une équipe très très solide. Et bon, bah, ils se retrouvent à avoir 2 victoires en 2 matchs, 2 victoires bonifiées. Le match face à l'équipe de France, ça va être un match clé pour savoir si l'Écosse peut prendre la deuxième place du groupe ou si, eh bien, ça sera un match plus serré face notamment à l'équipe de France. Mais je trouve que cette Écosse est vraiment très agréable à avoir joué. Alors c'était déjà le cas avant parce que c'est une équipe qui a toujours eu des 3 quarts arrière. Ça fait depuis 10 ans que les lignes arrière jouent extrêmement bien du côté de l'Écosse. Le problème, c'était les 8 de devant qui étaient un peu patos, c'était pas des joueurs fantastiques. Et là, bah, ils ont vraiment un 8 de devant qui commence à avoir de la gueule, hein, très clairement du côté de l'Écosse. Donc c'était un match très très intéressant avec Finn Russell qui a fait du très bon et puis du un peu moins bien parfois sur certaines actions. C'est-à-dire il est capable d'enchaîner du très très bon et 2 minutes après de rater complètement un tir. Il a un jeu où il prend tellement de risques que des fois tu te dis oh putain Coco, là t'es dans tes 22 mètres, il y a un moment faut être un peu plus pragmatique quoi, faut faire un peu moins, faut prendre un peu moins de risques. Bon, après, c'est le joueur c'est le jeu de Finn Russell. Du côté du Pays de Galles, bah, il y a du pain sur la planche pour Warren Gatland. Euh, C'est-à-dire que là, bah, tu t'aperçois qu'il n'y a pas grand-chose quoi, hein, dans le jeu gallois. Ils subissent énormément en défense. Alors, ils ont quand même moins reculé sur l'impact que face aux Anglais, parce que face aux Anglais, à chaque impact, ils se prenaient 3 mètres dans la gueule, mais ça reste quand même très pauvre. Et puis offensivement, bah, il n'y a pas grand-chose, quoi. Hein. Il n'y a aucun lancement de jeu vraiment très intéressant de la part des Gallois. Je trouve que même offensivement, c'était moins intéressant que face à l'Angleterre, que face à l'Irlande, pardon, lors du premier match. Alors là, vraiment, offensivement, il n'y a rien de la part des Gallois. Enfin, c'est vraiment le néant. Euh, et c'est des lancements de jeu qui sont beaucoup trop faciles. Et tu sens que c'est une équipe qui ne sait pas où aller. C'est bien d'avoir rappelé Warren Gatland. Moi, je pense surtout que du côté du Pays de Galles, ça manque de talent. Même si là, je trouve qu'on a changé un petit peu du tout au tout. Hein. Le week-end dernier, on avait plutôt une équipe qui avait énormément de sélection, beaucoup d'expérience. Voilà, c'était beaucoup de joueurs qui avaient plus de 30 ans. Là, on a tenté pas mal de jeunes, pas mal de joueurs qui avaient peu de sélection. Ça reste quand même pas foufou non plus. Donc c'est là où c'est inquiétant du côté du Pays de Galles. C'est-à-dire que même ta relève est pas fantastique, donc ça risque d'être compliqué pour le Pays de Galles. Voilà, au niveau de cette rencontre, ça a été difficile, vraiment difficile. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi à s'en sortir. Du côté des joueurs du match, du côté de l'Écosse, alors je vais pas mettre Finn Russell qui a été marqué joueur du match parce que je trouve que Finn Russell a quand même eu des actions qui étaient un peu dangereuses à certains moments et que voilà, il a eu quand même pas mal de déchets dans son jeu. Moi, je mettrais Stein qui marque 2 essais. Le week-end dernier, c'était Van der Merwe. Là, Van der Merwe, je pense qu'il était beaucoup plus contrôlé et je pense qu'il y a eu un gros travail de vidéo de la part de Warren Gatland, ce qui fait que défensivement, il a eu assez peu d'espace. Après, quand il a eu de l'espace, il a réussi à trouver des solutions. J'irai Kevin Stein, l'autre allié qui a été très performant lors de cette rencontre, mais je dirais que collectivement, hein, l'Écosse, voilà, c'est un niveau qui est très intéressant. Il va falloir s'en méfier lors du prochain match. Et puis le Pays de Galles, compliqué de sortir un joueur du match. Je dirais ouais, si. Owens, peut-être Ken Owens qui marque l'essai, mais même ça m'a. D'ailleurs, a du déchet dans son jeu, notamment sur les récupérations de coups de pied adverses. North, on ne l'a encore pas vu.
Williams, là, était beaucoup plus en difficulté. Bigard, bon, c'est pas si incroyable que ça non plus. Ouais, c'est... Allez, peut-être Bigard, parce que tu sens que c'est peut-être lui qui tente encore de sauver un peu la patrie au niveau des lignes arrière, mais ça reste quand même pas dingue. D'ailleurs, il y a trop de déchets, encore une fois, dans son jeu. C'est un peu comme Russell, il y a trop de prises de risque, je trouve, à certains moments. Donc, compliqué de sortir un gros match. Et puis, le dernier match, Angleterre-Italie. 5 essais pour l'Angleterre, 2 essais pour l'Italie. Dans cette rencontre également, 2 cartons jaunes pour l'Italie. Moi, j'ai eu la mauvaise idée. Alors, il faut savoir que comme je regarde en ce moment le ski et le biathlon, le match de l'équipe de France tombait en même temps que le biathlon. Donc, ce qui fait que le match de l'équipe de France, j'ai regardé en 2 temps. La première mi-temps samedi soir, la deuxième mi-temps dimanche matin. Voilà. Angleterre-Italie, j'ai juste raté les 4-5 premières minutes parce qu'il y avait la poursuite du biathlon à ce moment-là. Mais j'ai enchaîné donc la deuxième mi-temps de France-Irlande et le match Angleterre-Italie. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée parce que là, il y a 3 niveaux d'écart. Mais vraiment. Angleterre-Italie, c'est lent, c'est mou, il se passe pas grand-chose sur le terrain. L'Italie a très mal joué. L'Angleterre, à part les avants, je dirais quand même qu'il y a la moitié d'équipe d'Angleterre qu'on n'a pas vu du match. Ce qui est assez dingue. C'est vraiment un match pauvre, quoi. Très très pauvre. Pour un tournoi destination, j'ai trouvé le match vraiment très mauvais. Très mauvais en termes de qualité. Ça, vraiment, on avait... Après France-Irlande, vraiment, faut pas faire ça. Hein, mais regardez les 2 matchs d'affilée. C'est une catastrophe Angleterre-Italie à côté. Hein. Vraiment, par rapport à l'intensité qu'a mis l'Irlande, France-Irlande, c'est quand même un match. C'est un très beau match de rugby, France-Irlande, hein, à regarder. Même si la France perd, si vous ne l'avez pas vu, c'est un très beau match de rugby, hein, France-Irlande. Il y a une intensité dingue, il y a vraiment des actions très intéressantes, tu as des passes, tu as des lancements de jeu qui sont vraiment très intéressants. Je trouve que l'Irlande a fait un meilleur match face à la France qu'elle avait fait face au Pays de Galles. Et la France a fait aussi un match plus solide que face à l'Italie. Angleterre-Italie, l'Angleterre, offensivement, il n'y a que les avants qui trouvent des solutions. Il n'y a aucun lancement de jeu intéressant. Farrell, jeu au pied qui était vraiment pas bon. Il trouve des touches de 20 mètres, 25 mètres. C'est pas dingue. Alors, Van Poortvliet, je suis vraiment pas convaincu par ce 9. Je trouve qu'il a absolument rien apporté dans le jeu anglais. Et pour dire, c'est que pour moi, quand je dis qu'il y a la moitié de l'équipe qui est passée à côté, c'est que Willis fait un très grand match. Vraiment Itoje aussi, Gange, Sinclair, George font vraiment un match très très intéressant. Et à partir en fait de Van Poortvliet, les autres joueurs, donc entre 9 et 15, on va dire, on ne les a pas vus du match. C'est-à-dire vraiment, je vais pas te mentir, que les lignes arrière de l'Angleterre, je ne les ai pas vues. Et surtout quand tu compares à Capozzo de l'autre côté, du côté de l'Italie, ou à Padovani, la comparaison fait mal. Vraiment. Ce Capuzzo, Padovani, Brex également, ces 3-là font vraiment une bonne rencontre. C'est les 3 seuls même à sauver de la part de l'Italie. Et l'équipe d'Angleterre, c'est d'une nullité derrière. Mais vraiment. Et en plus, je suis inquiet parce que quand on entend les propos de Steve Borwick qui dit l'équipe est traumatisée par les méthodes d'Eddie Jones. Mec, t'étais l'adjoint d'Eddie Jones pendant 5 ou 6 ans. T'as appliqué ces méthodes d'entraînement-là. Donc s'ils sont si traumatisés que ça, pourquoi on repart avec un sélectionneur qui était l'adjoint d'Eddie Jones? Dans ce cas-là, il fallait changer l'équipe complète. Et offensivement, c'est le néant. C'est-à-dire que quand je parlais de l'équipe d'Irlande, qui je trouve s'est beaucoup inspirée de ce que faisait Eddie Jones, quand tu pars de l'équipe qui nous avait martyrisé au tournoi destination, je ne sais plus c'était quelle année, on s'était pris 40 points dans la gueule en première mi-temps, on n'avait pas vu le jour. Tu te dis que de cette équipe-là, on arrive à ce jeu-là, triste, catastrophique, où il ne se passe rien. C'est ça qui est affligeant du côté de cette équipe d'Angleterre. Du côté de l'équipe d'Italie, c'est pas beaucoup mieux. Le match de l'Italie, là,
j'ai l'impression de revenir sur l'Italie de 2021-2020, c'est-à-dire une équipe qui, on a l'impression, ne sait pas jouer au rugby, joue à un autre sport presque. C'est-à-dire que toutes les passes étaient foireuses. Il n'y a pas une passe potable pendant tout le match. C'est-à-dire qu'ils se mettent en difficulté les 3/4 du temps parce qu'ils ne sont pas capables d'enchaîner 2 passes. Mais vraiment 2 passes. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a les passes, soit c'est 3 mètres devant, soit c'est 3 mètres en hauteur, soit c'est 3 mètres sur la gauche. Mais toutes les passes étaient foireuses. Il n'y a pas une passe de bonne. Au niveau du jeu au pied de Thomas Soalan, alors je pense que le match face à l'équipe de France l'a traumatisé parce que pendant les 15 premières minutes, il n'ose pas prendre un coup de pied. Mais vraiment, il y a une séquence à un moment, je ne sais plus, on est à la 10e minute de jeu, je crois entre 10 et 15 à peu près, où ils se retrouvent dans leur camp en 22 mètres. Ils commencent à faire le petit train pour décaler et pour tirer au pied, normalement, ce qui permet d'écarter la défense adverse. Ils lancent le petit train comme ça, le demi d'ouverture. Enfin voilà, on passe à Thomas Soalan la balle, et lui décide de rentrer tout droit. C'est-à-dire, il prend pas le coup de pied, alors que c'est un coup de pied où t'as 15 mètres quoi, entre le défenseur anglais et Thomas Soalan. Je pense vraiment que le match face à l'équipe de France l'a traumatisé de ce côté-là. Bon, Thomas Soalan, c'est pas fou au niveau du coup de pied, mais de toute manière, il n'a pas eu grand-chose à se mettre. Alors là aussi, quand je dis on est revenu 3-4 ans en arrière, les fautes des Italiens, 2 cartons jaunes, et pour moi, du côté des Italiens, on aurait pu s'en prendre plus parce que je trouve que l'arbitre James Dolman a été très gentil avec les Italiens. Notamment sur l'action où il y a un Italien qui essaye de foutre des bourre-pifs à un joueur anglais alors que le joueur anglais est sur le dos et qui lance la fameuse bagarre de deuxième mi-temps. Je comprends pas comment là on peut pas mettre un carton jaune. Il y a 2-3 actions comme ça où les Italiens ils peuvent vraiment se prendre un jaune. Mais vraiment, parce qu'ils ont fait des plaquages qui ne ressemblaient pas à des plaquages. Le jeu de passe était catastrophique encore une fois. Et puis, beaucoup de fautes et des fautes bêtes en plus. Des fautes connes de la part des Italiens. Et c'est terrible. Les Italiens ont proposé un niveau de jeu qu'on n'avait pas vu depuis l'année dernière, quoi, en fait, ou il y a 2 ans. On a l'impression vraiment d'être revenu en arrière. C'est-à-dire que le match face à l'Australie n'a pas existé. C'est-à-dire quand tu vois cette équipe-là, tu te dis, c'est les mêmes qui ont joué face à l'Australie ? Non, c'est pas possible. Et si ? Ce qui est terrible. De l'autre côté, l'Angleterre, qui ne propose pas grand-chose, ce qui donne un match vraiment pas bon. Vraiment, le match est pas bon. Certes, l'Angleterre gagne, mais l'Angleterre a toujours des doutes, en fait. L'Angleterre n'a pas soigné ses problèmes. Et du côté ils évitent juste l'Angleterre de rentrer dans une grosse période de crise. Mais ça sera peut-être dans 2 semaines, la grosse période de crise. Et l'Italie, on repart à 0 presque. C'est dommage parce que Padovani fait un gros match défensif. Brex, Capuzzo également, quand il a eu des ballons, il a réussi à trouver des solutions. Sauf qu'après que Capuzzo faisait une percée de 25 mètres, et derrière, on n'arrivait pas à faire une passe correcte. Ça, c'est incroyable. Alors qu'on n'était pas dans des situations, en plus, où les joueurs anglais étaient très agressifs à ce moment-là en défense. À certains moments, les joueurs anglais ont été agressifs en défense, mais on ratait parfois des passes super faciles. Tu te dis, les mecs, faut apprendre à jouer au rugby, quoi. Il y a un moment, faire une passe, c'est la base. Le jeu de passe, c'est la base, normalement, au rugby. Faire des passes correctes à ses coéquipiers. En passant, Capuzzo, il y a un joueur anglais à un moment qui lui met une bonne mandale, notamment au niveau de la tête. Ça aurait pu valoir également un carton jaune. Je trouve que, on parlait de l'arbitrage, je trouve que l'arbitrage de Irlande-France, il n'est pas catastrophique du tout par rapport à l'arbitrage qu'a proposé monsieur Jess Dolman, où je trouve que c'était pas top de la part de l'arbitre néo-zélandais. On passe au classement. Ce classement du tournoi Destination, donc on a 2 équipes invaincues et à qui on remporte à chaque fois le bonus offensif, c'est l'Irlande et l'Écosse. Pour l'instant, l'Irlande est devant grâce à l'average goal, 37 versus 34. L'Angleterre est 3e
Parce que le premier match, ils l'avaient perdu avec l'avérage, avec le bonus défensif. Donc c'est pour ça qu'ils ont un point de plus que l'équipe de France qui est donc quatrième. L'Italie a un point parce qu'ils avaient perdu avec le bonus défensif face à l'équipe de France, vu qu'il y avait moins de 7 points d'écart. Et le Pays de Galles est pour le moment dernier avec 0 points et surtout moins 52 points au niveau de l'average goal. Donc c'est vraiment pas foufou de la part du Pays de Galles. On passe au prochain match de ce tournoi destination. Ça sera le 25 février et le 26 février. Premier match Italie-Irlande. Ça risque de faire mal du côté de l'Italie à 15h15. Malgré tout, l'Irlande ne devra pas avoir le complexe de supériorité face à son adversaire italien. On aura ensuite Pays de Galles, Angleterre. Match qui va être intéressant parce que l'Angleterre devra quand même proposer quelque chose de plus intéressant face au Pays de Galles. Sinon, on va avoir du mal à marquer. Et puis les Gallois, il va falloir à un moment être pragmatique parce que je crois qu'ils sont rentrés sur les 2 premiers matchs, ils ont dû rentrer 25 ou 30 fois dans les 22 mètres adverses sans réussir à marquer plus que 2 essais. Donc il va falloir quand même trouver des solutions au niveau offensif. Et puis 26 février, donc le dimanche, ça sera France-Écosse, match qui pour moi est le match de cette 3e journée. S'il y a un match à regarder, pour moi c'est France-Écosse, parce que vraiment l'Écosse, je trouve, fait très très bonne impression. Je pense que l'Écosse a beaucoup de joueurs qui sont capables de nous mettre en difficulté. Je pense que ça peut être vraiment notre bête noire sur ce tournoi. L'Écosse, je pense, peut vraiment nous mettre en difficulté, donc je pense que ça sera un bon match. France-Écosse, dimanche 26 février. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!